Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet atelier sur les tendances des médias pour l'année 2021. Je suis François Desfossés, je suis le cofondateur de l'agence digitale et agence de conseil Cosa Vostra et en charge notamment des médias. Et par ailleurs, je suis le présentateur du podcast Mediarama, lancé à la rentrée dernière, qui s'intéresse à l'univers des médias. Merci d'être avec nous et donc d'écouter cet atelier sur les tendances des médias. Puisque évidemment l'année 2020 a été une année un petit peu particulière, une année noire comme je le marque ici, mais malgré tout, année noire ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'innovation, et donc l'idée et le découpage de cet atelier, vous voyez ici l'agenda, c'est vraiment de revenir sur les grandes tendances qu'on a pu observer en 2020 et puis se projeter un petit peu sur cette année 2021 qui est un petit peu entamée. On est maintenant en début février et donc de voir en fait quels vont être les enjeux pour les médias. Donc on va parler de newsletters, on va parler de podcasts, qui est un sujet qui évidemment nous intéresse beaucoup chez Cosa Vostra. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à nous retrouver sur le stand virtuel pour cette édition un peu spéciale de la presse au futur, où on pourra vous expliquer un peu tout ce qu'on fait pour les marques, pour les médias. Et c'est ça, je pense qu'il y a toujours forcément des choses qui peuvent vous intéresser. On va parler vidéo, on va parler live, on va parler diversification, et puis plus globalement et en conclusion, du rôle des médias. Comme je disais, donc 2021, ça va être l'année de tous les défis, parce qu'on a connu une année assez incroyable. En 2020, il y a eu effectivement donc le travail à distance, hein, donc qui a été évidemment accéléré par la crise sanitaire que l'on vit, la crise du Covid, qui a forcément chamboulé toutes les entreprises, mais aussi particulièrement les médias en termes d'organisation et d'usage. Il a fallu réinventer la manière de travailler dans les rédactions, mais également une année particulière sur les attentes, la crise de confiance qu'on a dans les médias, qui a été vraiment encore accentuée en 2020 par aussi une crise politique, les années d'élections présidentielles aux États-Unis, les fake news, etc. Donc il y a eu vraiment beaucoup d'attentes autour de la confiance et du rôle des médias. Donc la pédagogie, qui a été vraiment un peu un des mots d'ordre en 2020 pour les médias. Et puis évidemment, dans cette industrie, j'ai pas envie de dire sinistrée, mais durement touchée en 2020, des budgets qui sont en baisse. Une année spéciale parce que voilà, avec la crise, les annonceurs se sont fait un peu frileux, donc on a pu observer une baisse des CPM et des investissements marketing. Donc ça, évidemment, ça a été quelque chose qui était un petit peu compliqué à gérer, et il faut malgré tout continuer d'innover. Est-ce une année noire pour autant? Moi, j'ai envie quand même de voir un peu le verre à moitié plein. C'est toujours une question de point de vue, évidemment. Et moi, ce qui va m'intéresser là, dans cette présentation, hein, on a une petite demi-heure ensemble, c'est de voir quand même les choses qui ont marché, qui ont émergé, peut-être grâce aussi à la crise. Donc, c'est ça qui peut être un peu intéressant. De l'innovation. Je vous invite, quand vous aurez évidemment terminé l'écoute de cet atelier, vous savez qu'il y a le Reuters Institute qui sort chaque année un cahier de tendance et de prédiction. Je vous mettrai le lien dans la mesure du possible, ou venez me le demander peut-être tout simplement sur le stand de Cosa Vostra pour aller lire ce cahier de tendance qui fait un peu référence dans le marché, qui permet un peu de voir tout ce qui s'est fait, toutes les innovations qui ont été faites. L'année des newsletters, première grande innovation. Enfin, c'est pas une innovation dans le sens où les newsletters, c'est quelque chose qu'on connaît évidemment, mais on observe quand même un boom. Et je pense que s'il faut retenir une année, l'année 2020 sera vraiment l'année du boom des newsletters, où on a observé vraiment une explosion des usages et de l'offre notamment. Il faut savoir quand même, juste pour resituer, parce que pour certaines personnes, la newsletter peut encore paraître un support en tout cas qui est un peu anachronique, où on imagine toujours cet email qu'on reçoit, qu'on n'a pas sollicité. Pourtant, on en envoie de plus en plus. En 2022, 4,3 milliards de personnes, soit la moitié de la population, qui utilisent ce moyen de communication. Et les marques, comme les médias, ne font pas exception à la règle, et beaucoup s'y sont attelés cette année avec plus ou moins de conviction.
les raisons d'une explosion en 2020, j'en ai retenu deux qui ont été des formidables accélérateurs autour des newsletters. C'est évidemment le Covid-19 ou la Covid, je vous laisse choisir votre camp. J'ai listé là quelques-unes, on est un peu contraint par le temps, donc je ne vais pas toutes les détailler, mais on a vu une explosion du nombre de newsletters autour du Covid, et avec chacun sa particularité. Chacune de ces newsletters, que ce soit le New York Times, donc des updates, ou que ce soit celle du Figaro ou de Nice Matin, qui était assez intéressante, toujours avec ce journaliste de solutions, aller voir ce qui se fait à l'étranger pour en tirer des enseignements, donc eux qui ont traité par l'angle de l'Italie. Donc voilà, ça a vraiment été un formidable vecteur, en tout cas, pour la création des newsletters. Et la deuxième principale raison qui fait que 2020, ça a été vraiment particulièrement l'année des newsletters, c'est l'apparition de nouveaux outils. Parmi ceux-ci, celui dont on a le plus parlé en 2020, c'est évidemment Substack. Substack, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme qui permet à tout le monde, mais donc y compris des journalistes, de créer sa propre newsletter, de la monétiser. Et c'est ça qui est vraiment particulièrement intéressant. C'est une plateforme clé en main où on crée sa newsletter et on peut la monétiser sous forme d'un abonnement. Donc on a vu l'apparition de newsletters. Je cite quelques exemples qui m'ont paru assez intéressants en 2020 avec Magma notamment. Enfin, c'est une newsletter payante sur les tendances business qu'on peut voir, mais donc on en a vu énormément. Donc les conséquences, c'est l'apparition presque d'un nouveau métier que j'ai appelé les auto-entrepreneurialistes, donc des journalistes qui se lancent, qui quittent leurs médias pour lancer leur propre newsletter, devenir leur propre média. Et ça, je trouvais ça intéressant. Et j'ai énormément d'exemples aux États-Unis, Casey Newton de The Verge, Alex Kantrovitz de BuzzFeed, Andrew Sullivan du New York Times. Énormément de journalistes qui se disent, voilà, maintenant j'ai un outil simple, j'ai pas à me soucier de la technique et je vais pouvoir aller directement écrire et être payé directement par mon lecteur, sans intermédiaire, un circuit très court. Les médias en eux-mêmes, au-delà de cette plateforme Substack dont je parlais, ont investi massivement. Il faut savoir, par exemple, qu'un média comme le New York Times a plus de 70 newsletters, et c'est pas juste une liste d'articles qui sont envoyés, c'est des newsletters éditorialisés qui sont vraiment des médias en tant que tel. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, évidemment, la possibilité, quand on est sur un circuit très court avec une audience, c'est la possibilité de faire des médias de niche. Et c'est tout ce qu'on appelle l'économie de la passion. Les gens maintenant sur des verticales très pointues peuvent s'abonner à une newsletter sur un sujet qui ne pourrait pas être traité ailleurs, qui n'aurait pas une viabilité économique suffisante. Je parle là de Tech Trash aussi, ce site qui vient de lancer Courriel, qui est le premier studio de newsletter français. Voilà, ça pareil, je trouvais ça assez intéressant. C'est vraiment sur le modèle un peu de Substack, ou sur le modèle un peu des studios de production de podcasts, à la française en tout cas. Donc ça, c'est sorti il y a une quinzaine de jours, c'est quelque chose d'assez récent, à voir ce que ça donnera par la suite. Je citais un exemple là, je vous invite à aller le voir, c'est vraiment quelque chose de qualité, c'est pour moi l'état de l'art quelque part de ces newsletters payantes. C'est un contenu qui est très riche, très pointu, tout est envoyé dans la newsletter, donc ce sont des newsletters longues, mais l'intérêt, comme le cite Arthur de Villemandy, le fondateur, c'est que l'information de qualité existe, mais elle est éparpillée, elle est sur plusieurs sites, plusieurs verticales, etc. Alors que la newsletter, elle, nous permet en fait une consommation plus réfléchie à un instant où on décide de le lire dans son environnement de mail qui a quelque chose d'un peu plus sacré quelque part, un peu plus personnel et qui est assez intéressant. Alors, avant de passer à notre tendance, les enjeux de demain, donc 2021 par rapport aux newsletters, c'est évidemment rester pertinent. Il va y avoir une explosion de l'offre. Il faudra quand même, évidemment, être pertinent, offrir un contenu, proposer un contenu qu'on ne trouvera pas ailleurs. Donc ça va être vraiment l'enjeu, parce que comme pour les podcasts, dont on en reviendra un petit peu plus tard, il va y avoir tellement d'offres qu'il risque d'y avoir des redondances, des choses qui se recoupent, et donc si on veut réussir, il faudra rester pertinent. Il faut aussi garder le rythme, et ça, c'est quelque chose que les journalistes, ceux à qui j'ai pu m'entretenir, pour certains ont mal perçu. C'est l'investissement nécessaire à une newsletter. Il faut garder le rythme.
c'est un vrai métier en soi. Il ne faut pas penser qu'on fait ça en 1 heure ou 2, etc. C'est un vrai gros travail qui peut ne pas payer immédiatement. Donc, il faut quand même, voilà, ça peut mettre plusieurs mois à s'installer. Donc, il faut quand même garder ça. C'est pas un Eldorado instantané où on va devenir rentable. Et puis après, évidemment, alors là, c'est plus une ouverture d'esprit que je vous propose, c'est mesurer aussi l'impact environnemental. On sait que les newsletters, ça consomme plus. Qu'un article. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est un fait établi. Donc, quel sera-t-il cet impact? Quelque chose à surveiller. Autre tendance, évidemment, à laquelle on n'a pas pu échapper en 2020, c'est l'explosion des podcasts. Moi, le premier, je vous parlais de Mediarama, ce podcast que j'ai lancé à la rentrée autour des médias. On a évidemment vu pareil une explosion de l'offre. Pour bien comprendre ce que sont les podcasts, quand même, en tout cas, même si vous le savez, il faut distinguer les 2 types de podcasts principaux, que sont le podcast de rattrapage, le replay, le catch-up, comme on l'appelle parfois, qui sont jamais que des retransmissions d'émissions passées à la radio, notamment, donc des chroniques qui sont redécoupées puis reproposées à l'écoute en replay, et les podcasts natifs, qui sont donc des formats qui ont été pensés pour le podcast, sur des formats souvent plus longs, plus intimes selon le sujet, etc. En tout cas, qui sont des formats originaux qu'on n'a pas retrouvés ailleurs. Et c'est évidemment autour de cela qu'on a le plus d'innovation et d'une offre un peu plus importante. Quelques chiffres quand même pour vous situer, je pense que c'est important pour votre culture générale. 1 750 000 podcasts en janvier 2021 versus 550 000 en juin 2018. Donc vous voyez, l'explosion dont je parle, c'est pas une exagération, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel en termes de croissance. Des chiffres d'écoute, 75% de la population américaine qui connaît le terme podcasting, 55% des Américains qui ont écouté au moins un podcast en 2020. Plus d'une personne sur 2 a écouté un podcast en 2020. Donc, on n'est pas dans quelque chose de niche réservé à une catégorie un peu pointue qui écoute des podcasts. Non, les podcasts, en fait, ont vraiment été diffusés dans l'ensemble de la population, des jeunes, des moins jeunes, des seniors, etc. Il y a une telle offre maintenant qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Petite anecdote, voilà, c'est aussi assez marrant de voir qu'en 2020, plus d'Américains ont écouté un podcast de manière hebdomadaire que ne sont allés à l'église. Donc, petite crise de foi ou réel engouement pour le podcast, mais je trouvais la statistique assez intéressante. Autour du podcast et donc de cette offre, une vraie guerre fait rage en ce moment. Vous avez peut-être suivi ça vous-même dans les actualités médias. Ça rachète à tour de bras. Spotify, qui est le leader sur le sujet, plus de 700 000 podcasts répertoriés, plus de 800 millions de dollars dépensés dans le secteur. Ils ont racheté Megaphone, qui spécialise la publicité. Ils ont racheté Gimlet Media, qui est un énorme studio de podcast américain, pour 200 millions de dollars. Ils ont racheté Wandery très récemment, avec ce célèbre podcast Guerre de Business que je vous invite aussi à aller écouter, qui existe en version française distribuée par Business Insider. Des partenariats prestigieux chez Spotify, par exemple une exclusivité sur le podcast de Harry et Meghan. Alors c'est anecdotique, mais pas tant que ça, tant les enjeux derrière sont importants. Apple Podcast, qui lance ses podcasts natifs en étant resté très longtemps très attentiste. Apple, ils ont passé la seconde et donc là sont en train de lancer leur podcast. Évidemment Amazon, le dernier venu, qui avait racheté il y a quelques années en ayant une creux audible pour 300 millions de dollars, et c'est eux qui ont racheté Wandery. Je me trompe, c'est non pas Spotify, c'est bien Amazon. Pareil pour 300 millions de dollars. Donc, on parle vraiment de gros montants pour vous montrer un peu les enjeux qu'il peut y avoir derrière. Et les médias aussi ont pu faire des acquisitions. Il y a le New York Times qui a racheté le studio Serial Productions, donc avec entre 25 et 50 millions de dollars. Et il faut dire en fait que pour les marques, pour ces plateformes, pour ces gros médias, le podcast fait rêver, parce que évidemment le nerf de la guerre autour de ça, c'est la publicité. La monétisation première, c'est la publicité. Les dépenses
publicitaires sur les podcasts devrait franchir pour la première fois en 2021 la barre du milliard de dollars. Donc, on n'est plus sur quelque chose de branding où on peut juste tester un format. On est dans quelque chose qui rapporte là concrètement de gros revenus. D'où un peu cette guerre entre tous ces acteurs, toutes ces plateformes qui veulent être le plus présent possible et capter les usages. En France, puisque je vous ai parlé de quelques exemples US, mais 9% des Français accèdent à un ou plusieurs podcasts par semaine. 8 sur 10 sont intégralement écoutés. Ça, c'est intéressant. C'est le format quand même qui fait il y a de l'usage et les gens l'écoutent jusqu'au bout. Les podcasts qui sont écoutés le jour même. Donc là, c'est vraiment la notion de rendez-vous qui est mise avec son éditeur. C'est quelque chose aussi de très important. Il y a évidemment des contenus qui peuvent être froids, donc consommés evergreen, comme on dit toujours, mais généralement, les gens s'abonnent à un podcast, l'écoutent le jour même pour une bonne partie. Et pareil, en France, plus 32% de croissance des investissements publicitaires, c'est assez énorme. Chez Cosa Vostra, on s'est amusé à faire une petite cartographie des acteurs français autour du podcast. Alors évidemment, bon là, elle n'est pas très lisible sur cet écran, mais je vous invite soit à nous la demander à hello@bigbangmedia, qui est notre studio de podcast chez Cosa Vostra, ou encore une fois de passer sur le stand et je serais ravi de pouvoir vous en parler, de vous la communiquer. Si vous êtes un acteur et que vous n'êtes pas sur cette carte, pareil, dites-le nous. On est ravis de pouvoir l'enrichir en permanence. C'est quelque chose de tellement vivant. Il y a tellement de nouveaux acteurs qu'on pourrait la mettre à jour en permanence. Un petit use case quand même, un exemple à suivre du côté des acteurs traditionnels. Radio France, qui est le plus gros, évidemment, producteur de podcasts, notamment grâce à ce replay dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qui est assez intéressant quand je parle de Radio France, c'est que on est sur de tels enjeux qu'en fait, on a dû mettre en place une chronologie des médias. Radio France a dû aller négocier avec Spotify pour que Spotify référence bien tous les podcasts et non pas que ceux qui les intéressent et enlever ceux qui concurrencent les leurs. Donc, on est sur des enjeux stratégiques maintenant pour les plateformes et pour Radio France. C'est plus un simple usage, encore une fois, de catch-up. On est dans quelque chose de vraiment très, très important. Et donc, ils doivent décider de quels podcasts vont sur quelle plateforme, tout en essayant un maximum que les podcasts soient écoutés sur leur propre plateforme. Ils ont mis à jour leur application, qui est par ailleurs une super application. Si vous ne l'avez pas, je vous invite à la télécharger. C'est un des acteurs importants qui compte, qui innove bien dans le secteur des podcasts. Un acteur plus petit, un pure player, comme on pourrait dire, Louis Media, fondé par deux jeunes femmes et qui est un studio vraiment qui autour du narratif, autour des histoires. Alors c'est un studio qui revendique son féminisme, etc., qui a sorti donc des podcasts qui sont des vrais cartons, quelques succès comme Émotion, Passage, Travail, et récemment Ou peut-être une nuit, qui est une enquête sur l'inceste et le silence qui règne autour en France, donc quelque chose de vraiment d'actualité et qui est assez formidable, qui a fait une levée de fonds, Louis Média. Voilà, environ 700 000 écoutes par mois. C'est un des beaux acteurs, pure players, des belles success stories autour du podcast en France. Les enjeux de demain, pareil pour les médias. La course aux invités et hosts prestigieux. Je vous parlais de Meghan et Harry tout à l'heure. C'est vraiment ça, parce que c'est des personnalités qui attirent beaucoup de monde. Donc, chez Spotify, ils ont eu Michelle Obama, Joe Rogan, Oprah Winfrey, Pam et Angela, qui sont des acteurs de The Office. La question de l'indépendance des éditeurs et des producteurs, là on l'a vu à coup de rachat, etc., il va y avoir une consolidation dans le marché et donc peut-être moins d'indépendance, et ça c'est quelque chose qu'on peut regretter. Peut-être qu'en enjeu un nouveau modèle économique. Je vous parlais de Substack tout à l'heure pour les newsletters. Est-ce qu'il va y avoir une version aussi simple qu'un Substack pour que tout le monde puisse lancer un podcast? Je pense que ça peut être assez intéressant. Et puis peut-être les podcasts filmés. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi arriver à partir du moment où on enregistre. Ça peut être intéressant de regarder ça. Une autre tendance qui a vraiment cartonné en 2020 et qui est appelée encore à se développer, c'est évidemment la vidéo sous toutes ses formes, et particulièrement TikTok, les capsules vidéo. On a vu une explosion en 2020 de l'usage de TikTok, et notamment en France. La grande gagnante du confinement, comme je le mettais, 65 millions de téléchargements, c'est juste hallucinant. Deuxième application la plus téléchargée, et des personnalités de premier plan qui sont allées, Emmanuel Macron, Mélenchon, Schiappa,
et les médias ne sont pas en reste. Je voulais justement vous faire un petit point US, UK et français, avec là vous voyez quelques médias et leur nombre d'abonnés. Je ne vais pas tous vous les détailler, mais dans l'ensemble, c'est plus ou moins réussi. Donc, il y a des médias en France qui le font bien, etc. TF1, notamment, sur le relais de toutes ces émissions. L'équipe qui, pendant le confinement, des explications sur les salaires de joueurs, sur des polémiques, etc., les meilleurs moments, ça marche assez bien. Voilà, donc tous les médias se sont lancés et quasiment en 2020, c'est là où vraiment ils y sont allés. Hop, j'avais un peu oublié de passer mes slides, mais vous me pardonnerez. Donc là, c'est les exemples dont je viens de vous parler. Et puis évidemment, Instagram qui n'est pas en reste, hein, qui un peu à la manière traditionnelle de Facebook, c'est pas pour les blâmer, mais voilà, ont sorti la fonctionnalité Reels, lancée en France en juin en 2020, qui imite quelque part les fonctionnalités de TikTok, tant ce formule de capsule vidéo est le format qui marche en ce moment. Là, dans les vidéos, on a vu aussi, évidemment, et c'est encore une fois accéléré par la crise, les plateformes de streaming qui ont cartonné. Évidemment, c'est Netflix le grand gagnant, il faut le dire. Plus 15 millions d'abonnés dans le monde pendant le premier confinement. Donc, imaginez en quelques semaines, 15 millions d'abonnés de plus. Alors, je vous laisse faire le calcul à 10 € par mois, ce que ça fait par mois. C'est quand même assez hallucinant. Le lancement de Disney+ en avril 2020. Les gens étaient chez eux, les gens se sont abonnés aux plateformes de streaming. Le constat est assez simple. Je trouvais quand même intéressant de saluer dans ces plateformes de streaming l'arrivée de Salto en octobre 2020. Je rappelle que c'est un consortium entre les trois gros producteurs audiovisuels en France, France Télévisions, M6 et TF1, 15 000 heures de contenu. Belle prise de risque quand même, avec un modèle payant, avec à la base de la télévision de rattrapage, mais pas que, et c'est ça la force, il y a le live, il y a le replay, il y a de la SVOD, il y a des belles licences, il y a The Office, il y a Parks and Recreation, donc c'est pas juste la plateforme de streaming pour regarder Plus belle la vie. Et je trouvais ça surtout intéressant que ces acteurs-là s'associent. Et je pense qu'aussi, c'est une des grandes nouveautés, c'est il faut s'associer pour être plus fort ensemble. Sur la vidéo, sous toutes ses formes, voilà, je mettais un petit exemple que je trouvais assez intéressant, et c'est le genre d'initiative qu'on va voir de plus en plus. C'est à la fois de la SVOD, de la capsule vidéo. C'est donc là une plateforme qui s'appelle Welcome Originals, lancée par Welcome to the Jungle, qui permet de mélanger dans une offre d'abonnement de la vidéo, du podcast, du shootcast, autour de la formation. Vous savez que la formation, c'est un gros sujet. Les gens se forment en permanence maintenant. C'est plus juste on passe un diplôme, mais tout au long de sa vie, on cherche à s'améliorer, etc. Un peu comme la plateforme Magellan, lancée par Mathieu Gallet autour des podcasts, qui est sur le développement personnel. Donc là, ils ont lancé ça avec toujours ces petits formats de capsules vidéo. C'est quelque chose qui est assez bien fait. Donc à voir, c'est quelque chose qui a été lancé récemment, mais je trouvais ça assez intéressant pour vous le mettre. Les enjeux autour de ça, faire face aux géants, évidemment. Quand on a un Netflix, un Disney, un Amazon, un Apple en face, c'est compliqué. D'où le fait de saluer l'initiative Salto. Investir le bon canal au bon moment. Beaucoup de marques se plantent, il faut savoir le faire, c'est pas évident, mais il faut le tester. Investir dans les bons programmes et dans la création. Ce qui fait le succès de Netflix, c'est quand même son contenu, plus que son interface ou son fameux algorithme, c'est le contenu. Donc ça, il faut investir. Et on sait que ça coûte cher, mais il y a des super succès. Puis passer les bons partenariats, évidemment, pour avoir le bon contenu, pour trouver la bonne audience, etc. C'est ce qui va être important. Quatrième grande tendance que j'ai identifiée en 2020 et également qui a été accélérée par la crise sanitaire, c'est les lives. On est en train d'en faire un là en ce moment. Alors c'est un faux live puisqu'on est un peu enregistré, mais ça salue, en fait, ça reflète ce qui se passe. La crise fait qu'on peut plus forcément se voir en physique, donc on se voit et on fait des événements et on met tout ça en live. Donc j'ai mis ici quelques acteurs qui ont été très forts et qui ont vraiment profité de l'année 2020 pour se renforcer sur le live. Évidemment, c'est pas nouveau, mais c'est juste que l'utilisation a explosé pendant le confinement. Twitch, par exemple, que vous connaissez, plateforme qui était à l'origine sur le jeu vidéo, mais qui fait vraiment
plus plus uniquement du jeu vidéo, pardon. Croissance de 50% entre mars et avril. 1,6 milliard d'heures de contenu visionné. Donc, c'est assez hallucinant. Sur Instagram Live, hausse de 500% des mentions sur le hashtag Instagram Live. Donc, pour vous dire voilà, que toutes les marques, les médias s'en sont emparés. Nombreuses célébrités aussi, qui sont des médias en tant que tels, se sont emparés des lives pour rester en lien avec leur communauté, etc. Et évidemment, les médias et des événements n'ont pas été en reste. Un exemple d'un live réussi, la Digital Pride de Tétu, 100% digital, en live sur Facebook, YouTube, Twitch, 14 heures de live, etc. Donc, je vous laisse voir un peu les chiffres, mais ça a été un vrai beau succès pour quelque chose qui a été organisé un peu en last minute, parce que c'était avant l'été et on se pensait encore que ça pourrait être fait. D'autres ont essayé, se sont un peu plantés. Alors, je prends l'exemple de la chaîne Le Live du groupe Webedia, qui s'est lancé sur toutes les plateformes, et l'idée c'était de faire une émission de quelques heures, donc 17h à minuit tous les jours de la semaine. Ça a été un bide total, techniquement, éditorialement. Il y a eu plein de ratés. Je pourrais faire tout un atelier, une émission là-dessus. Je salue quand même l'initiative. Ça partait d'une belle intention et je suis persuadé que ça pourrait marcher. La difficulté, c'est justement le live, c'est qu'on ne peut pas pendant 6 ou 7 heures d'affilée juste faire du what the fuck, de l'happening, etc. Ça marche pas. Il faut quand même qu'il y ait un peu de préparation. Il faut que ce soit un peu structuré. Et je pense que là-dessus, ils ont peut-être vu un petit peu grand. Donc, c'était pour moi un peu le fail de l'année 2020, en tout cas sur cette verticale un peu des lives. Comprendre le fail, je viens de vous l'expliquer rapidement, je pense que c'est pas le plus intéressant. Les enjeux de demain autour du live, évidemment, c'est de trouver le modèle économique. Par exemple, le live, c'était du sponsoring, donc les animateurs même appelaient que limite les sponsors à venir, c'est un peu compliqué, puisque s'il n'y a pas d'abonnement, que c'est de la publicité, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de brand safety sur le live, parce qu'il peut se passer plein de choses. C'est ce qui s'est passé dans le live. Il y a eu des insultes, des mots qui font qu'ils ont été bannis en live, etc. Donc, très compliqué. Et rester pertinent, toujours. Là, c'est vraiment le contenu. Je le répète jamais assez, mais le contenu est vraiment important. La diversification, la grosse tendance encore, il faut se diversifier. Donc, il faut trouver de nouvelles sources de revenus. C'est quelque chose que je prône beaucoup, moi, dans les médias. Et il faut pas en avoir peur. Il faut y aller. Je m'étais entretenu dans Mediarama avec Pierre Sirignano, qui est le responsable de la diversification du Monde. Il y a plein de choses qui marchent. Il faut y aller. Brut l'a fait aussi avec ils ont sorti ils ont sorti des livres, ils ont sorti des podcasts en partenariat avec Spotify, ils ont sorti une newsletter qui s'appelle MyBrut. Ils testent des choses et c'est vraiment important, je pense, surtout en période de crise, de tester. Les enjeux autour de la diversification, trouver des partenaires, évidemment, des partenaires fiables, tout en conservant son indépendance et sans compromettre son ADN. En 2 mots, ce qui est important, c'est qu'une diversification, c'est pas quelque chose qu'on doit cacher. Si vous faites une marketplace avec juste un onglet quelque part dans votre menu et que vous laissez ça de côté, ça ne marchera pas. Je pourrais vous citer à l'appel des exemples de médias qui ont lancé des marketplaces et ça a été des fails totaux. Il faut absolument impliquer, je pense, la rédaction. Il faut que la rédaction l'accepte, qu'elle soit en adéquation avec ce qu'il fait et qu'on intègre cette diversification, en tout cas quand on parle de e-shop, de commerce, etc., dans le contenu. Donc je sais que ce sont des sujets un peu touchy, mais pourtant c'est la seule manière que ça marche. Et garder son indépendance, évidemment, toujours. Il ne faut pas vendre son âme au diable pour quelques revenus en plus, mais c'est un juste équilibre à trouver. C'est pas évident, mais on a des recettes en tout cas qui peuvent marcher, etc. N'hésitez pas à venir nous en parler. Je serais ravi. C'est un sujet qu'on connaît bien chez Cosa Vostra. Quel rôle pour les médias demain? Évidemment, une fois qu'on a dit tout ça, il y a quand même des choses assez importantes. La question de la neutralité. Vous avez dû le voir, une véritable montée des médias militants. Les Glorieuses, les Lyon, Mediapart, Brut, et dans des choses moins sympas, la montée de chroniqueurs comme Zemmour. Et en fait, pour moi, alors c'est une question, mais je pense que les journalistes devraient adopter une position morale claire.
sur certains sujets, quand on traite de Black Lives Matter, avec l'exemple de meurtre de George Floyd, l'urgence climatique, des tentatives de renversement d'élections présidentielles aux États-Unis, 2022, année d'élections présidentielles en France. Je pense que la question de la neutralité, elle est sur la table, elle est très importante. C'est très clivant comme sujet parce que beaucoup de journalistes pensent qu'ils doivent pas exprimer leurs sentiments ouvertement. Moi, je pose la question. Ça me paraît, on est dans une période qui est tellement compliquée que j'ai du mal à croire qu'on puisse garder sa neutralité. Voilà, donc c'est pour moi un des enjeux que je tenais à mettre en avant, qui est pour moi assez important. Et évidemment, 2022, la question des fake news, c'est quelque chose qui occupe nos esprits, occupe nos feeds, qui est partout, les fake news. Et je prenais un peu l'exemple, je voulais revenir sur ce use case de ce vrai faux documentaire Hold Up, sorti le 11 novembre, 2,5 millions de vues au moment où je préparais cet atelier. Ça fonctionne parce que ça reprend les codes de documentaire un peu quali dans le montage. Il y a un millefeuille argumentatif aussi, et ça c'est clé dans les fake news, qui prend du temps à démonter. Tous les médias sérieux ont démonté argument par argument ce qui s'est passé dans le DUP, mais c'était trop tard. On en avait déjà trop parlé, les gens l'avaient vu, etc. Et c'est ça toute la difficulté autour des fake news, c'est que même une info, un article qui démonte une fake news n'aura jamais la même viralité que la fake news en elle-même. Donc il y a ce sujet, je dis pas que j'ai la réponse, il y a plein d'initiatives autour de la lutte contre les fake news, les décodeurs, etc. Enfin, je pourrais en citer plein. Mais pour moi, c'est un des grands enjeux des médias en 2021, année préélectorale, encore une fois en France. C'est vraiment ça qui est compliqué un peu autour de ça. Voilà pour moi les grands enjeux à la fois techniques, d'innovation, de formats qui ont marché, etc., et des enjeux plus politiques, ce qu'est un média, la neutralité d'un média, la lutte contre les fake news. Donc, à un moment donné, devoir un peu se mouiller pour ce devoir d'informer. Et c'est pour moi quelque chose qui va être hyper important en 2021 si on veut aller au-delà de cette crise de confiance qu'on observe, qui est patente, qui est profonde, notamment dans la société française. Voilà condensé en un atelier d'une demi-heure, sans entrer trop dans le détail évidemment, parce que chacun de ces points pourrait être développé et est hyper intéressant en soi. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez creuser un de ces sujets, retrouvez-nous sur le stand de Cosa Vostra ou écrivez-nous. Donc, il y a mes coordonnées qui apparaissent en bas de l'écran, françois@cosavostra.com. Je serais ravi de discuter de ces sujets. Je serais ravi de vous aider, médias, sur votre diversification, sur la création de nouveaux formats, sur la refonte de votre site. Et si vous voulez rester au courant de tous les sujets importants dans les médias, je vous invite également à écouter le podcast Mediarama, un épisode par semaine sur mediarama.io. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet atelier jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir. La presse au futur, 100% digital. Une production Dot Events et Broadcast Associés.